Il y a 1200 ans, sur ces côtes, s'écrivent les premières pages d'une épopée qui a bouleversé l'histoire de France et de l'Angleterre. Une épopée haletante qui nous plonge au cœur du Moyen-Âge, dans la vie de personnages illustres, comme Guillaume le Conquérant, Henri II Plantagenet, ou encore Richard Cœur de Lion. Ces guerriers ont mené des batailles, conquis des territoires, élevé des cités et des forteresses, et donné naissance à de nouvelles dynasties. Ce récit captivant débute au milieu du IXe siècle. Des dracars vikings venus de Scandinavie mènent leur premier raid sur les côtes de la Manche. Depuis l'embouchure des fleuves, les hommes du Nord pénètrent au cœur des terres du royaume de France, semant la terreur sur leur passage. Ils progressent en saccageant et incendiant des abbayes et des villes comme Rouen. En 885, les Vikings remontent la Seine et assiègent Paris. Les troupes du roi de France sont incapables de contenir ces guerriers, qui, année après année, tuent et rançonnent. En 911, le roi Charles III décide de négocier avec l'envahisseur. Il signe avec Rollon, l'un des chefs scandinaves qui pillent ces terres, un traité qui va bouleverser l'histoire. Le roi de France lui offre sa fille en mariage et lui cède un vaste territoire. En contrepartie, Rollon s'engage à défendre le royaume de France contre les autres troupes vikings. Et surtout, il accepte de se faire baptiser dans la cathédrale de Rouen. Le chef viking est maintenant un prince chrétien légitime, qui au cours des années étend son territoire et contrôle cette terre des hommes du Nord, la Normandie. C'est ainsi que naît la dynastie des ducs de Normandie. Ils se nomment Guillaume Longue-Épée, Richard Ier, Robert le Magnifique, Richard Cœur de Lion. Et bien sûr, un homme dont le nom a profondément marqué l'histoire, Guillaume le Conquérant. C'est à l'abri des murs du château de Falaise que Guillaume voit le jour. Entouré de sa mère et de son père, le jeune enfant passe ici ses premières années. Alors on passe par la porte Saint-Nicolas, un petit peu différente au XIe siècle puisque c'était une porte qui était dans une grande tour carrée, mais on rentre dans la basse-cour, dans la même basse-cour que celle qui existait autrefois. Et on est donc bien protégé par les murs. Alors on a du mal à comprendre l'espace parce qu'une basse-cour ça fonctionne véritablement comme un petit village. Il faut vraiment imaginer le château de Falaise comme étant un espace de vie très très intense. On avait des bâtiments et les bâtiments ils servaient à différentes fonctions. On avait des bâtiments résidentiels, on avait des écuries, on avait une chapelle, on allait avoir tous les artisanats nécessaires à l'entretien du château. On avait une forge, on avait un tas d'éléments qui permettent véritablement de fonctionner en autonomie et de permettre au duc, lorsqu'il est là, de vivre très agréablement à l'intérieur du château. Surplombant la basse-cour et protégé derrière un fossé, un donjon, aujourd'hui disparu, s'élevait. Le duc et sa cour pouvaient s'y réfugier, en temps de guerre comme en temps de paix. Il était le lieu de l'exercice du pouvoir. Ces murs protègent aussi le jeune Guillaume,
Car à la mort de son père, le duc Robert, le garçon n'a que 8 ans. Il est alors propulsé dans un monde de complots et de trahison. C'est une période très violente, qui va quand même être marquée par l'assassinat des tuteurs successifs de Guillaume le Conquérant. Donc il va être élevé dans cette violence, il va être élevé en dehors d'une vie de cour paisible. Il sera forgé dans la violence et dans les incertitudes de pouvoir arriver à revendiquer son titre de duc. Autre obstacle majeur dans la destinée de Guillaume, il est né d'une union hors mariage. Et depuis son enfance, on le surnomme Guillaume le bâtard. Pendant toute sa minorité, son pouvoir est donc contesté. Mais en 1047, à 20 ans, Guillaume le bâtard fait basculer son destin. Lors de la bataille de Vals-les-Dunes, le jeune duc remporte une victoire éclatante sur une conjuration de barons. Dès lors, il peut imposer son autorité légitime sur les terres normandes et ancrer son pouvoir dans la pierre. À Caen se trouve le premier château que Guillaume a fait édifier. On voit bien que le château est sur une éminence et on voit qu'il surplombe la ville. Il est vraiment dans une position de domination de la ville. Il la contrôle, il contrôle militairement, il contrôle économiquement. Derrière ces murailles, le duc Guillaume rassemble une nouvelle aristocratie sur laquelle il va asseoir son pouvoir. C'est vraiment l'endroit où Guillaume installe son palais. On trouve d'abord ici ce qu'on appelle une capella, c'est-à-dire une chapelle qui était dédiée ici à Saint-Georges. Espace très important dans un château au XIe siècle. On trouve également ce qu'on appelle ici une aula, c'est-à-dire une grande salle qui servait à la représentation du pouvoir, qui servait à l'exercice de la justice, qui servait aux banquets, aux festins. Et enfin, on termine avec la caméra, c'est-à-dire les appartements privés, la chambre, les espaces privés du duc et de sa famille. On peut aisément imaginer le duc qui reçoit ses barons, qui reçoit la cour, qui exerce la justice. Donc oui, c'est vraiment l'espace de représentation du pouvoir par excellence. C'est le cœur du pouvoir politique à cette époque. Dans le château s'élève encore aujourd'hui la salle de l'échiquier. Édifiée par le fils de Guillaume, elle était le lieu de la mise en scène du pouvoir des ducs. Alors on arrive ici dans la salle de l'échiquier. Il faut s'imaginer à l'époque un espace avec des couleurs, les murs étaient peints, il pouvait y avoir des tentures. C'est ici qu'on reçoit des grands aristocrates, que la cour des barons se réunit. C'est ici que peuvent avoir lieu des banquets, des festins, qui sont des moments très importants pour l'aristocratie de l'époque, où on se montre. Et puis on imagine également le duc qui devait trôner au bout de la salle, sur son trône, lui-même sur une estrade. Et on peut ensuite imaginer sa cour tout autour de lui pour exercer la justice, etc. À 23 ans, le duc Guillaume est désormais bien établi sur ces terres normandes. Il doit maintenant choisir une épouse. Il jette son dévolu sur une princesse de son rang, Mathilde, la fille du comte de Flandre. Il l'épouse en 1050. Ce mariage renforce encore son pouvoir, car il scelle une alliance entre les deux plus puissantes principautés du nord de la France. Pourtant, une ombre plane sur cette union. Les époux seraient cousins au 5e degré et le pape s'oppose au mariage. Afin d'obtenir son absolution, Guillaume propose d'élever au cœur de la ville de Caen 2 abbayes. L'abbaye aux dames, où repose aujourd'hui encore Mathilde. Et l'abbaye aux hommes, dont les flèches s'élèvent à plus de 80 mètres. Les architectes de l'époque imaginent un édifice digne de la puissance de Guillaume. Une œuvre
qui devient un modèle reproduit dans toute l'Europe. C'est ici ce qu'on appelle la naissance du modèle de la façade harmonique. C'est le modèle de façade qui va gouverner toute l'architecture des cathédrales en France. C'est cette idée de cette grande façade avec 2 tours de part et d'autre, 3 portails, avec un portail plus grand au milieu, le portail central. Et ces baies qui vont devenir ensuite, à l'époque gothique, la rose centrale, qui va être symbolique de cette architecture. L'intérieur de l'abbatiale est elle aussi une ode à la puissance du duc. Saint-Étienne-de-Camp est fondamental pour l'histoire de l'architecture. On le voit ici très bien dans la nef, tout d'abord avec l'élévation de la nef, où là, on a vraiment l'aboutissement de cette grande architecture romane normande, avec cette grande élévation, ces tribunes, les niveaux avec les baies en claire-voie. Mais aussi dans l'expérimentation, puisque les voûtes qu'on voit au-dessus de nous sont aussi parmi les toutes premières, si ce n'est la toute première voûte à croisée d'ogive, puisqu'elles datent des années 1115, ce qui en font probablement les voûtes les plus anciennes conservées. On est dans l'expérimentation de ce qui va devenir un modèle des grands édifices futurs gothiques. Grâce à la construction de ces 2 abbayes, Guillaume obtient enfin l'accord du pape. Il peut épouser Mathilde. C'est ici aussi qu'il décide de se faire inhumer. Son tombeau se trouve toujours dans le cœur de l'édifice. Son corps a disparu, car sa sépulture a été profanée au XVIe siècle, lors des guerres de religion. Mais cette tombe a quand même livré une partie de ses secrets. La grande chance qu'on a, c'est que, a priori, au moment où le tombeau est ouvert, le corps de Guillaume serait dans un relativement bon état, ce qui permettait d'imaginer à quoi pouvait ressembler le duc Guillaume, et que des dessins vont être faits. Et au cours du XVIIIe siècle, un tableau va être réalisé à partir de ces dessins, qui va tenter de reproduire l'image de ce que devait être Guillaume. Et donc c'est peut-être le tableau le plus précis, ou du moins le moins faux, pour connaître l'aspect du duc Guillaume. Voici ce tableau. Il représente un Guillaume de forte stature et puissamment musclé. Des études plus récentes ont permis d'en savoir encore plus sur la physionomie du duc. En 1983, son tombeau est ouvert à nouveau. On y découvre dans une boîte en bois le seul vestige ayant été préservé, son fémur. Une étude anthropologique vient confirmer la robustesse de Guillaume, qui devait mesurer 1,73 m, soit 10 cm de plus que la moyenne des hommes de l'époque. Une stature qui devait lui donner un avantage certain lors des combats. Et il va lui falloir toute cette force et tout son courage pour s'engager dans la plus grande de ses batailles. À 38 ans, son destin va se jouer de l'autre côté de la Manche. Guillaume le Bâtard s'apprête à devenir Guillaume le Conquérant. En septembre 1066, à la tête d'une flotte de plus de 700 navires, le duc quitte les côtes normandes. Il s'embarque pour une aventure militaire qui va faire basculer le destin de la Normandie et de l'Angleterre. Le récit de cette épopée est parvenu jusqu'à nous grâce à une œuvre majeure. Une narration illustrée, jaillie du Moyen-Âge. La tapisserie de Bayeux est une chronique épique et dramatique qui décrit étape par étape l'aventure militaire de Guillaume. Cette histoire, vieille de près de 1000 ans, débute par la promesse d'un roi. Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, qui n'a pas de descendance,
promet à Guillaume de faire de lui son héritier. Mais Harold, un comte anglo-saxon, peut lui aussi prétendre au trône. Il prête pourtant serment d'allégeance à Guillaume. Dans la cathédrale de Rouen, Harold jure de reconnaître Guillaume comme l'unique héritier. En janvier 1066, le roi Édouard meurt. Et contre toute attente, Harold rompt son serment et se fait couronner roi d'Angleterre. Pour Guillaume, ce parjure est intolérable. En quelques mois, il lève une armée, fait construire des centaines de navires et se lance à la conquête du trône d'Angleterre. Défiant les éléments, ses troupes traversent la Manche, embarquant avec elles chevaux et nourriture. Le 28 septembre, l'armée normande débarque dans le Sussex. Les éclaireurs de Guillaume l'informent que les troupes d'Harold se rapprochent. C'est à Hastings que va avoir lieu la bataille décisive. La tapisserie de Bayeux nous livre un récit épique de cet affrontement. La cavalerie normande enfonce les troupes anglaises. Touché par une flèche, Harold meurt sur le champ de bataille. La victoire des troupes normandes est totale. Guillaume, couronné, devient roi d'Angleterre. Ce chef-d'œuvre, qui conserve de nombreux secrets, est classé Mémoire du monde par l'UNESCO. Il est exposé dans le musée de Bayeux. Parmi les choses les plus frappantes pour moi, c'est sa dimension monumentale. On n'imagine pas ce que représente 70 mètres de narration illustrée. C'est d'une richesse véritablement exceptionnelle. Je pense que c'est ce qui marque le plus les visiteurs. Il s'agit d'une mise en mémoire de la conquête de l'Angleterre. Elle a probablement été réalisée aux alentours de 1070-1080, soit quelques années après la conquête de l'Angleterre. C'est vraiment une narration qui colle à l'actualité, qui est le commanditaire. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à penser qu'il s'agit du demi-frère de Guillaume le Conquérant, Odoin de Condeville, évêque de Bayeux. On est véritablement, en matière graphique, devant une œuvre d'un très grand créateur. Après, c'est toute une équipe. Il a fallu un narrateur pour pouvoir écrire le scénario, choisir les séquences. Il a fallu un dessinateur, un artiste qui transcrive cette histoire en images. Cette scène où les cavaliers normands viennent rompre le combat sur ce monticule et où les chevaux se cabrent, se renversent complètement. Les cavaliers sont complètement renversés avec des figures véritablement splendides. Cette scène démontre la richesse de la culture de ce XIe siècle et plus particulièrement sur les deux rives de la Manche. Depuis de nombreuses années, Antoine Vernet est le conservateur de ce trésor. Mais il reste fasciné par cette œuvre. Tout au long du récit, elle apparaît ponctuée de signes. Ici, la main de Dieu. Là, la comète de Halley, porteuse de présages, est visible dans le ciel en 1066. Mais les auteurs ont aussi intégré des éléments mystérieux qui restent à élucider. Nous avons ici
Harold, qui est en pleine discussion, on le voit toujours avec cette gestuelle qui exprime des paroles, face à Guillaume le Conquérant. Et certains historiens tentent de rapprocher, d'instaurer un dialogue entre la partie centrale de l'œuvre et cette bande supérieure et cette bande inférieure, qui sont peuplées à la fois d'animaux fabuleux, puis d'animaux réels. Et par exemple, ces deux pans. Un pan qui fait la roue et un pan qui est face à lui. Harold, Guillaume, le pan qui fait la roue, Harold, et face à lui, Guillaume, sagement, qui écoute et qui regarde, qui laisse la parade amoureuse se faire. Autre exemple, avec cette scène. L'iconographie nous montre clairement un clerc en train de donner un soufflet sur la joue de la jeune femme, une promesse de mariage probablement. On est là bien dans les gestes et dans l'iconographie médiévale. Et puis il y a un dernier petit détail. On se prolonge un petit peu dans la partie inférieure et on voit un petit personnage tout nu en train de montrer ses attributs sexuels. On a du mal à comprendre, mais il y a un jeu graphique. Si vous prenez ce petit personnage tout nu et que vous inversez sa position, il est exactement dans la position du clerc. Voilà. Que veut dire la tapisserie de Bayeux? Ça reste un mystère. Il n'y a pas une lecture de la tapisserie de Bayeux. Il y en a de multiples. Et c'est fait pour ça. Elle est faite pour ça. Depuis quelques mois, la tapisserie fait l'objet d'une série d'études. L'autre côté, j'ai l'impression que l'autre côté est plus plat. Oui. Les scientifiques cherchent à déterminer quel est l'état exact de ce chef-d'œuvre constitué de lin et de laine, et comment mieux le conserver. Pour cela, ils utilisent une caméra mise au point par la NASA, capable d'enregistrer plus de 200 couleurs. Elle permet de réaliser un voyage au cœur de la matière. Il s'agit en fait de tirer de chaque fil de cette broderie une sorte d'empreinte génétique, de carte d'identité, comme on veut, qui va nous permettre de reconnaître les matériaux, de les identifier, de les quantifier. Et on va pouvoir dire, ah ben là, ce rouge-là, il a été fait avec de la garance. Ce vert a été fait avec un mélange de gaude et d'indigo. Et ça veut dire que dans 50 ans, 100 ans, peut-être 300 ans, quand des collègues dans le futur s'intéresseront à la dégradation des couleurs au cours du temps, ils pourront comparer à nos données. Grâce à ces analyses, les chercheurs peuvent reconstituer les teintures utilisées par les artisans du Moyen-Âge. Déjà, on sait que toutes les teintes de la tapisserie ont été faites avec 3 colorants. Donc la garance, ici, là, c'est de la racine qui a été moulue. La gauze, qu'on peut voir, pour faire les jaunes. Et pour les bleus, ils ont utilisé de l'indigo. Donc, à partir de ces 3 couleurs, on peut faire toutes les couleurs de la tapisserie. Donc, par exemple, pour les verts, comme on peut voir ici, on va dire, où c'est un peu bleuté vert, ça sera fait avec un mélange de gaude et d'indigo. Quand on regarde l'intégralité de la tapisserie, on voit qu'il y a vraiment des nuances de rouge, des nuances de jaune, pour vraiment aussi faire une impression de profondeur. Et donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de voir qu'avec peu de matériel, on peut aussi créer plein de nuances. On fait ici une sorte de voyage au cœur de la chimie du Moyen-Âge. On fait aussi un voyage au cœur de la matérialité de cet objet. On la regarde souvent pour ce qu'elle représente, pour l'histoire qu'elle représente, pour le mythe qu'elle représente. Nous, là, on essaie de comprendre les ateliers derrière. Guillaume, qui a anéanti son adversaire, est donc couronné. Les ducs de Normandie vont désormais régner sur l'Angleterre. À sa mort, en 1087, son royaume s'étend de l'Écosse à la frontière de l'Anjou. Le mythe du conquérant est né. Afin de célébrer son épopée, une église est élevée à Dives-sur-Mer, d'où ses navires prirent la mer pour aller conquérir l'Angleterre. À l'image de Guillaume, tous les ducs de Normandie se révèlent de grands protecteurs de l'Église. Si leurs ancêtres vikings brûlaient les abbayes, eux les reconstruisent.
De nombreuses communautés renaissent ainsi dans le duché. Non loin de la Seine, l'abbaye de Saint-Vendry a bénéficié de la protection des ducs. À l'époque de Guillaume le Conquérant, elle rayonne déjà sur toute la Normandie. Saint-Vendry est encore aujourd'hui un fleuron du patrimoine normand, sur lequel une communauté de moines bénédictins veille. Exceptionnellement, ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes. À Saint-Vendry, 30 moines partagent leur journée entre travail et prière. Frère Pascal vit entre ces murs depuis plus de 20 ans. Tombé amoureux des lieux, il s'est plongé dans l'histoire mouvementée de l'abbaye. Dans le chemin du centre sur lequel je suis, eh bien, ça correspond à la peste de 1693 qui a décimé en fait les 2/3 de la communauté. On a les dates là des 5 juillet 1693 par exemple, où les 2/3 de la communauté ont été décimés. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ce chemin de sépulture sur lequel on marche tous les jours, bien évidemment. Un été, il y a eu un orage et il y a une sépulture du XVIIe qui s'est effondrée. Et donc, en fait, comme les moines qui sont morts de la peste au XVIIe sont inhumés assez profond, on avait la place de réinhumer un abbé qui était en liste d'attente, si on peut parler ainsi, pour être réinhumé dans le cloître. Et c'est un abbé local, Guillaume de Norville, qui meurt en 1304 et voilà, qu'on a retrouvé intact avec son squelette, sa crosse funéraire, ses chaussures, quelques poils sur la tête et voilà. Et voilà un souvenir au milieu des moines du XVIIe. Les gens sont assez étonnés de nous voir fouler aux pieds les sépultures, mais pas du tout. Ça nous rappelle que nous, on finira comme eux, hein, d'une part, et puis ça nous rappelle qu'on a des prédécesseurs sous les pieds, qu'il faut continuer de prier pour eux, puisque eux prient pour nous aussi. Le réfectoire de Saint-Vendry est contemporain de Guillaume le Conquérant. Il a été édifié en 1026. C'est le plus vieux réfectoire d'abbaye encore en activité en Europe. Grâce aux efforts de la communauté, il a aujourd'hui retrouvé son état primitif après avoir connu de nombreuses péripéties. Le voici en 1863, transformé en salon d'apparat par un Anglais, le marquis de Stagpool. Il est alors le propriétaire de Saint-Vendry que les moines ont déserté depuis la Révolution. En 1907, c'est l'actrice de théâtre Georgette Leblanc et ses acteurs qui investissent les murs. Ils font du réfectoire et du cloître le décor de pièces de Shakespeare qui attirent le tout Paris. Il loge les visiteurs parisiens qui vont de Sarah Bernard à Réjeanne en passant par Sacha Guitry. Il les loge dans les cellules des moines à l'étage. Et puis, il réquisitionne tous les gens du village comme figurants, ce qui est assez amusant. Ici, dans cette salle du chapitre, il y a des scènes de Macbeth qui sont jouées de façon très amusante dans la mesure où on n'est pas statique comme au théâtre aujourd'hui et au cinéma. En fait, l'acte 1 est dans la salle du chapitre, l'acte 2 dans le réfectoire, l'acte 3 dans le cloître. On l'assume complètement, même si à un moment donné, on n'était pas très fiers de se passer un petit peu léger, si vous voulez, de Saint-Vendry. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé pour qu'il soit remis à l'honneur et en vigueur, parce que, voilà, il n'y a aucune honte à voir se passer d'une maison qui a toujours vécu et qui a toujours finalement été occupée. Situé au cœur de l'abbaye, le cloître gothique est lui aussi en pleine renaissance. Sa structure préservée en fait un exemple unique en Normandie. Construit entre le XIIIe et le XVIe siècle, il a subi plusieurs destructions, en particulier pendant les guerres de religion. Voici l'état du cloître avant le début des travaux.
La statuaire et les pinacles ont disparu. Au fil des ans, l'ensemble des décors de pierre est reposé. Saillant, à mon avis. La dernière fois, c'est ce que je reprochais un petit peu, C'est bien un peu près. notamment sur la barrette. C'est Pierre Bortolussi, un architecte audacieux qui est le chef d'orchestre de ce chantier un peu fou. Et là, la tête, oui, on voit très bien Pour le mener à bien, il a imaginé des solutions hors normes. qui a utilisé finalement le même procédé d'empreinte. Car dans le monde de la conservation, il est très rare que des éléments d'un décor disparu soient complètement recréés. Ici, ce contrefort-là, avec cette partie de base de pinacles qui sont ici, a perdu 1, 2, 3 chimères. Il y a un travail préparatoire qui va consister à remettre en place en fait la chimère perdue, dont on a, vous voyez, quelques traces ici. Par exemple, vous avez une patte de griffon ici, d'autres, ça va être des pattes poilues, d'autres des ailes, qui permettent, par analogie, finalement, de recomposer ou d'imaginer ce qu'était l'image de cette chimère à l'époque. Plusieurs indices, décelés sur la pierre, permettent de reconstituer numériquement une chimère en 3 dimensions. Voici un homme dragon, un moine ou encore un ange. La taille de pierre est ensuite réalisée par une machine. Et une nouvelle chimère voit le jour. Ça, voilà, c'est une taille de chimère sortie de la taille numérique. Le sculpteur aura après un travail de finition à faire, justement pour vieillir cet aspect de taille numérique, pour lui donner un aspect de taille traditionnelle. Et l'idée, c'est de venir exactement dans cette empreinte-là, reposer la nouvelle pierre. Et vous voyez ici à l'arrière, toute l'empreinte qui est là est un travail qui s'est fait de façon informatique avec une fraise particulière et qui détaille très très précisément toute la géométrie du négatif de l'empreinte de façon à ce qu'elle vienne strictement prendre place sans qu'il y ait de destruction, puisque l'objectif est de ne pas détruire encore davantage cet élément-là. Ça devient un bijou. Voilà. Après, un petit coup de vitrail là-dessus et c'est bon, on n'en parle plus. On voit un cloître tel que nos prédécesseurs dans la vie monastique l'ont connu. Et je pense que dans quelques années, avec un peu de patine normande, due à l'humidité, aux oiseaux, aux insectes, etc., je pense qu'il aura acquis, à mon avis, sa vraie vitesse de croisière visuelle. La vie monastique, c'est continuer dans la tradition. Hein, c'est toujours se renouveler tout en étant fidèle à nos origines. Voilà. Donc on refait un cloître, non pas qu'on le refait neuf comme n'ayant jamais existé, au contraire, on lui redonne sa beauté du fin 15e et début 16e. À la mort de Guillaume le Conquérant en 1087, plusieurs de ses descendants se disputent son héritage. C'est finalement son 4e fils, Henri Ier, qui monte sur le trône. Mais la fin de son règne est agitée. Et en 1135, une grave crise provoque 15 ans de guerre civile qui vont ravager l'Angleterre et la Normandie. Lorsque sa fille Mathilde épouse le comte Geoffroy Plantagenet, une nouvelle dynastie voit le jour et va rétablir la paix. Henri II, leur fils, est le premier monarque de cette nouvelle maison royale, les Plantagenets. Avec eux s'ouvre la période la plus faste de toute l'histoire des ducs de Normandie. Henri II est roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il hérite aussi par son père des terres d'Anjou et du Maine. Et par son mariage avec une femme puissante, Aliénor d'Aquitaine, il élargit encore ses possessions jusqu'aux Pyrénées. Le monde plantagenet domine le cœur de l'Europe médiévale et attire à lui des richesses venues du monde entier. Non loin de la cathédrale de Rouen, un trésor unique témoigne encore aujourd'hui de la puissance des Plantagenets. Des pierres précieuses,
de l'or. La croix du Valas est un chef-d'œuvre qui a miraculeusement traversé les siècles. Elle est la seule pièce d'orfèvrerie qui nous soit parvenue de l'époque Plantagenet. Elle aurait été commandée par le roi Henri II lui-même. Nicolas Atto veille sans relâche sur ce trésor. Il en a étudié chaque détail, jusqu'à connaître tous les secrets de cette croix reliquaire. La croix a échappé à la guerre de 100 ans, elle a échappé également aux guerres de religion, et puis elle a échappé aux fontes de la Révolution française. Donc c'est vraiment... c'est une pièce miraculée. C'est un objet particulièrement riche qui est lié à un entourage artistique prestigieux. Les Plantagenets théâtralisaient leur pouvoir, avaient une certaine rhétorique du pouvoir. Avec cette pièce précieuse, c'est comme un manifeste en fait. On précise la nature importante du pouvoir plantagenet, et cela sur le continent, dans le duché de Normandie. Cet objet d'une extrême richesse est une véritable collection. Les Plantagenets parvenaient à acquérir des pierres précieuses provenant des pays les plus lointains. Nous avons parmi les gemmes donc du quartz, dans cette batte en forme de croissant, du corail. Donc là, il s'agit de corail méditerranéen. Nous avons également des turquoises, donc toutes ces petites pierres-là. Donc ces turquoises proviennent soit de la péninsule du Sinaï, en Égypte, soit d'Iran, de la région de Nishapur. Les leucosaphirs et les saphirs bleus proviennent soit du Sri Lanka, soit d'Inde. C'est ce qui me fascine vraiment avec ce qu'on appelle les objets d'art, puisque sur des tout petits objets, vous avez une richesse qui est vraiment très très dense en fait. C'est tout aussi riche qu'une cathédrale. Le roi Henri II Plantagenet avait à son service des artistes venus de toute l'Europe. Certaines de leurs réalisations témoignent de la richesse artistique et intellectuelle du monde plantagenet. Comme la surprenante chapelle Saint-Julien du Petit-Quevilly. Ces fresques, dans un état de conservation éblouissant, ont été commandées par le roi Henri II vers 1150. C'est un ensemble qui a certainement coûté très cher, puisqu'on a utilisé des pigments très rares, notamment du lapis lazuli, que vous voyez en fait utilisé pour les bleus. Le lapis lazuli a un fort pouvoir couvrant en tant que pigment. C'est quelque chose de très cher qui vient de loin, qui vient d'Afghanistan. Ici, la chevauchée des trois rois mages, vous avez là sa jambe, cette jambe bleue en fait du mage qui dépasse. Mais une partie en fait de la draperie vient coller, adhérer sur la cuisse comme si c'était mouillé. Donc ça, c'est une convention de représentation dans la peinture italo-byzantine. Donc ça, c'est caractéristique. Les liens avec l'art d'outre-Manche, ce sont ces fleurs géantes, presque comme des orchidées, des pieuvres géantes, qu'on va retrouver dans l'enluminure côté anglais. Ça veut dire que les formes circulent, les formes artistiques circulent, les matériaux nécessaires aux œuvres d'art, donc tel le lapis, circulent. C'était un monde mouvant. Certains ont parlé de goût plantagenet. Il y a un goût de cour plantagenet qu'on voit, qu'on en arrive à tracer comme ça à travers les rares témoignages, que ce soit les peintures murales, les objets d'art conservés dans les musées, les manuscrits, les vitraux. Donc c'est ça qui est vraiment très très fascinant. Le roi plantagenet Henri II et sa femme, Aliénor d'Aquitaine, auront 8 enfants. L'un d'eux va rester dans l'histoire. Il s'appelle Richard et il va marquer à jamais l'épopée des ducs de Normandie. En 1190, Richard s'embarque pour la 3e croisade afin de délivrer Jérusalem, tombée aux mains des armées de Saladin. L'entreprise se révèle un échec. Mais sa vaillance au combat fait de lui un personnage héroïque.
au surnom légendaire, Richard, Cœur de Lion. Dans la cathédrale de Rouen, une découverte sensationnelle a permis aux historiens et aux scientifiques d'en savoir un peu plus sur ce personnage illustre. Dans le chœur se trouve un gisant représentant Richard Cœur de Lion. Mais aucun corps n'a été retrouvé à l'intérieur. Au XIXe siècle, lors de fouilles dans la cathédrale, des archéologues ont découvert non loin du gisant cette étrange boîte de plomb. Son couvercle révèle un texte en latin. Alors sur l'inscription, c'est très clair. Donc tout d'abord une croix latine qui est suivie par hic, ici, iacet, repose, cor, le cœur, Ricardi, de Richard, Regis Anglorum, roi des Anglais. La boîte pourrait donc être le réceptacle qui accueillait le cœur du roi. Mais à l'intérieur, seules quelques poussières sont découvertes. Le mystère va être éclairci en 2013 grâce à une analyse scientifique déterminante. Des éléments de lin, donc le textile, ont été retrouvés puisqu'on pouvait utiliser du textile pour l'embaumement. On a pu retrouver du plomb, ce qui est assez logique puisque le coffret est en plomb, de l'étain, logique aussi puisque nous savons que le coffret était étamé. On a retrouvé également un petit peu de cuivre, mais aussi du calcium et du mercure. Donc le calcium et le mercure, c'est intéressant puisqu'on sait que le calcium et le mercure étaient des composants utilisés à l'époque dans les méthodes d'embaumement. Donc l'élément mis dans ce coffret a bien été embaumé et avec des caractéristiques qui sont tout à fait cohérentes pour l'époque de Richard. Le cœur de Richard a donc bien été inhumé à Rouen, marquant ainsi le pouvoir de ce roi d'Angleterre sur ces terres normandes. Des terres qu'il a défendues jusqu'à sa mort et où il a livré ses dernières batailles. Depuis des générations, la puissance des Plantagenets fait en effet de l'ombre au royaume de France. Richard Cœur de Lion est une terrible menace pour son voisin Philippe Auguste. Le roi français est déterminé. Et dès son accession au trône, Philippe Auguste n'a qu'une obsession, affaiblir le roi Plantagenet et petit à petit, conquérir son territoire. Les deux hommes se détestent et leur combat sera sans merci. En 1193, le roi de France profite de l'absence de Richard Cœur de Lion, parti en croisade, et lance une offensive majeure en Normandie. Il emporte plusieurs places fortes et repousse les frontières du duché vers l'ouest. À son retour, Richard Cœur de Lion doit réagir. Il décide alors de bâtir une forteresse imprenable afin d'empêcher les troupes françaises de progresser. Château-Gaillard est son ultime défi. Cette place forte, à l'architecture et aux techniques de défense révolutionnaires, devait faire resplendir le pouvoir de Richard Cœur de Lion. Depuis les hauteurs, ces murs étaient censés lui permettre de contrôler la Seine. Il y a une façon d'imposer sa présence, d'imposer sa puissance face au roi de France. Et de vraiment dire « je suis en capacité de bloquer la Seine, de vous montrer mon pouvoir et de construire quelque chose d'assez important, d'extraordinaire en très peu de temps ». Alors au départ, c'est le château de la Roche et assez rapidement, assez vite, il va prendre ce nom de gaillard, de robuste, de costaud, d'important, peut-être aussi de fier, de vraiment visible. Même l'état dans lequel il est aujourd'hui, on ne peut pas être insensible à ce sentiment de puissance, à ce sentiment donc d'importance.
Château-Gaillard est la pièce centrale d'un système défensif complexe. Autour du château, Richard Cœur de Lion fait construire des postes avancés. Afin d'interdire totalement la remontée de la Seine, des pieux de bois barrent la totalité de son lit. Au pied de la forteresse, sur une île, la construction d'un château et d'un pont permet de protéger l'accès à une petite agglomération. La forteresse elle-même est d'une conception extrêmement novatrice pour l'époque. Elle est composée de 3 parties, chacune d'elles pouvant être défendue indépendamment. Faisant face au plateau, voici l'avant-poste. Afin d'accéder à la seconde partie du château, il faut emprunter un pont-levis. À l'intérieur de la basse-cour s'élève une nouvelle enceinte fortifiée. Il s'agit du dernier refuge face aux assaillants. Le donjon. Construit en 2 ans, Château-Gaillard est une réalisation titanesque pour l'époque. On possède un certain nombre de documents et d'archives et le coût est estimé à 45 000 livres, ce qui représenterait à peu près 5 ans, enfin 5 années de budget du duché. C'est absolument monstrueux. Les concepteurs ont mis en place de nouvelles formes architecturales, comme ces machicoulis, qui encore aujourd'hui structurent le haut du donjon. La façon dont le soleil s'accroche, dont la lumière s'accroche à cette construction, met en valeur ses excroissances en quelque sorte, et ça ajoute au caractère étonnant, somptueux, ostentatoire de cette construction, qui peut éventuellement aussi rappeler des choses que Richard Cœur de Lion a vues au Proche-Orient et a pu rapporter, soit avec des carnets de croquis par exemple, ou soit même avec des maîtres d'œuvre qui seraient venus jusqu'ici. Richard Cœur de Lion n'aura pas l'occasion de jouir de son œuvre. Il meurt à la fin des travaux, en 1199. Pour Philippe Auguste, l'occasion est trop belle. Il veut profiter de la disparition de son ennemi pour mener l'assaut final. Surtout qu'il a maintenant face à lui le frère de Richard, Jean Santerre. Et celui-ci n'a pas la même force de caractère, ni la même vision stratégique. Jean Santerre va surtout commettre une erreur qui sera fatale pour Château-Gaillard. Il décide en effet de transformer la citadelle en un palais princier. Très croyant, il fait construire dans la basse-cour une chapelle. Les murs du château sont percés pour réaliser des fenêtres. Ces travaux vont profondément affaiblir les défenses de la forteresse. Du côté français, Philippe Auguste sent que la victoire est maintenant possible. En 1203, il lance ses troupes à l'assaut des défenses normandes. Rapidement, les troupes françaises réussissent à prendre pied sur l'île, provoquant la panique au sein de la population du village qui se réfugie derrière les murs de Château-Gaillard. Philippe Auguste ordonne le siège et le blocus total de la forteresse. Il fait construire une double rangée de barricades de bois, empêchant toute entrée ou sortie. Après 7 mois de siège, le roi de France ordonne enfin l'assaut final. Des sapeurs creusent des galeries et mettent le feu aux fortifications, qui bientôt s'effondrent. Les assaillants pénètrent dans l'avant-poste, qui tombe rapidement entre leurs mains. Dernier obstacle de taille, le donjon. Les travaux réalisés par le frère de Richard, Jean Santerre, pour percer les fenêtres de sa chapelle, vont finalement avoir raison
de Château-Gaillard. Là, on est véritablement sur un point faible de la construction avec le percement de ces ouvertures et c'est ce qui sonnera la fin de Château-Gaillard. Les chroniqueurs nous disent que c'est un certain Baugis qui, en montant sur les épaules d'un de ses compagnons, a réussi à s'introduire par une fenêtre. Et donc les assiégés, pris de panique, mettent le feu à la chapelle, mettent le feu à divers bâtiments en pensant que là, les choses sont définitivement terminées. Donc Philippe Auguste a gagné, et la France probablement aussi à travers lui. Le lieu est effectivement assez symbolique, puisque c'est la fin de la grande aventure de la Normandie indépendante, et cet événement marque son rattachement à la France. Avec la chute de Château-Gaillard, se clôt la grande épopée de ces guerriers venus du Nord, devenus de grands princes chrétiens, et qui, en 3 siècles, ont profondément marqué l'histoire de la France et celle de l'Angleterre.